Voilà, bonjour à toutes et à tous, et au nom de Talita Korman qui a conçu cette journée, des équipes du réseau Respire et de notre institut Religion, Société, Culture, je suis évidemment très heureux de vous accueillir ce matin pour cette journée de colloque à distance, étant donné les circonstances sanitaires. Alors, si je suis heureux ce matin, c'est évidemment à plus d'un titre. Comme Talita nous l'a dit tout à l'heure, on est quasi une trentaine d'inscrits venant d'horizons très différents, associatifs, professionnels, pastoraux, bénévoles, académiques. Et je pense que c'est vraiment un très beau pêle-mêle pour nourrir l'ensemble de notre journée qui sera nourrie d'exposés et de temps d'ateliers. Évidemment, aussi très heureux d'accueillir des intervenants venant de France, de Suisse, de Belgique, qui ont volontiers accepté de se plier aux normes du non présentiel. Évidemment, ce sont certes des experts, mais je pense que ce sont d'abord des personnes préoccupées et passionnées par la cause qui nous rassemble ce matin, la fragilisation, mais aussi la beauté de toute personne porteuse de la maladie d'Alzheimer. Enfin, je suis heureux de notre audace à chacune et à chacun de risquer pareille question, la vieillesse et la maladie d'Alzheimer comme un lieu du bien, porteur d'une dimension spirituelle. Car nous nous en doutons, le point d'interrogation est peut-être superflu dans le titre de cette journée. Notre problématique de ce matin et de l'après-midi est certes interpersonnelle, mais je pense qu'elle est aussi institutionnelle et politique dans la mesure où c'est à la manière dont les institutions s'approprieront cette question et l'implémenteront dans leurs murs que les personnes se trouveront pleinement reconnues. Je voudrais tout simplement vous faire une petite citation de Fabrice Gzil dans un livre coordonné par Emmanuel Hirsch, lorsqu'il nous dit « L'expérience montre que les résidents sont sensibles à la place qu'ils occupent et qu'on leur laisse occuper dans l'espace. Ainsi, une résidente qui n'avait pas été choisie pour participer à un atelier cuisine et qui se tenait donc légèrement en retrait du groupe a dit, pour elle-même et à mi-voix, « Moi, je n'y suis jamais », montrant par ces mots qu'elle avait, plus ou moins confusément, conscience de la place qu'on lui laissait occuper dans l'espace et donc de son statut à l'intérieur du groupe. Dans le même ordre d'idée, un autre résident, observant les allées et venues de deux autres personnes, alors qu'il était assis, a fait remarquer, sans s'adresser à personne en particulier, « Ils sont là-bas, je suis ici ». Alors, comment faire le lien avec ce que nous donnent à entendre ces personnes et qui risque de tourner à vide si cela ne peut pas se transformer en appropriation de lieux, toujours en référence aux relations entre habiter et être. Oui, comment faire le lien ici entre vieillesse, Alzheimer et spiritualité pour que les personnes soient reconnues et honorées pour les sujets qu'elles sont? C'est vraiment ce vœu que je veux partager avec vous pour cette journée d'aujourd'hui et celle qui se jouera demain à la KUL. Je vous souhaite une très bonne journée de fructueux et intéressants échanges.
Je vais maintenant tout simplement présenter Thierry Collot qui nous fait l'honneur de sa présence et de sa participation ce matin. Donc Thierry Collot a une formation de docteur en médecine, en théologie, philosophie et bioéthique. Il a pratiqué la médecine générale durant une vingtaine d'années, tout en ayant en parallèle une activité d'enseignant et de conférencier. Il est actuellement professeur ordinaire à l'université de Fribourg, où il est président du département de théologie morale et d'éthique. Alors Thierry a évidemment beaucoup publié. Parmi toutes ses publications, il a édité dans la collection Soins et spiritualité, démence et résilience, Lumen Vitae en 2013, ainsi que Alzheimer et démence, rencontrer les malades et communiquer avec eux, aux éditions Saint-Augustin en 2010. Thierry, sois le bienvenu et nous te laissons la parole jusqu'à 9h55. Merci Dominique, merci aux organisateurs de cette rencontre et bonjour depuis la Suisse. J'aurais bien aimé faire le voyage de la Belgique, mais ça sera pour une autre fois. Donc, effectivement, Dominique Jacquemin a évoqué mon parcours en 2 temps et ça va colorer un petit peu la manière dont je vais présenter ce que je vais dire. Et cette idée qu'il a parlé d'une notion de lieu, d'habiter, d'être, je dirais que, bien sûr, si j'ai été sensibilisé à ces notions-là en tant que travaillant en médecine générale et en gérontologie et en soins palliatifs aussi, le passage de la médecine à la théologie m'a amené à penser plus fortement ces notions et les voir en complément indispensable à une efficacité, à un savoir-faire, à des éléments de connaissance que le métier de médecin ou d'autres spécialisations dans le domaine du soin implique. Donc, c'est un petit peu ces éléments que je vais essayer de faire résonner avec ma présentation de ce matin. Alors, que je partage l'écran. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? OK. Donc, spiritualité Alzheimer, l'importance de la gratuité. Je vais expliquer un petit peu mieux tout à l'heure le sens de ce titre. Il m'est venu à l'esprit parce qu'il y a quelque temps, j'avais travaillé sur le jeu dans la maladie d'Alzheimer et j'avais été surpris du nombre de publications, du nombre d'articles qui avaient été écrites sur les serious games, les jeux sérieux, qui semble un peu un oxymore. Hein. On joue, c'est pour jouer. Ben non, on joue, c'est parce que ça améliore vos capacités motrices et cognitives. Donc, à quoi sert le jeu? Je pense que je vais faire l'analogie avec la spiritualité. Est-ce que la spiritualité sert à quelque chose ou est-ce qu'on est dans l'ordre, si je reprends cette notion d'habiter, est-ce qu'on est avec la spiritualité dans l'ordre de la création d'un espace? C'est ce que j'ai voulu signifier avec cette première image, mais cette image ici aussi, hein, il y a l'entre-deux. Le philosophe Emmanuel Levinas disait que l'entre-deux du dialogue est toujours le lieu où quelque chose s'introduit, quelque chose qu'il nomme la transcendance, donc qui est de l'ordre du non maîtrisable. Il y a quelque chose qui s'introduit, mais cette image-là montre bien peut-être ma définition de la spiritualité ou de l'accompagnement spirituel, c'est est-ce qu'on est capable de créer un espace, je reviendrai aussi sur cette notion d'espace intermédiaire avec Winnicott, où quelque chose peut se passer, mais on ne sait pas quoi. Voilà, donc un petit peu la tonalité de ce que je vais essayer de dire maintenant en quelques 40 minutes. Alors, c'est effectivement très rapide, mais c'est quelques éléments de réflexion qu'on pourra approfondir encore dans l'atelier tout à l'heure.
j'ai repris de la littérature médicale et de l'habitude de lire de la littérature médicale l'idée assez intéressante à la fin d'un article, on donne des take-home messages, qu'est-ce qu'on peut retenir d'un article ou d'une présentation. Je vous donne mes take-home messages au début, comme ça ceux qui veulent partir faire autre chose, ils auront la substantifique moelle de ce que je voudrais dire. Il y en a trois messages que j'aimerais essayer de développer dans cette petite présentation. Premièrement, la spiritualité est pour moi une dimension fondamentale de l'humain. Dominique l'a déjà évoqué. Elle exprime la capacité que nous avons. Il faudrait moduler le terme capacité, mais laissons la capacité que nous avons à être rejoints par de l'autre, par du plus grand, je reviendrai là-dessus, et à entrer en résonance avec lui. La résonance étant un processus, dans ma conception, je reprends la conception du philosophe allemand Hartmut Rosa, la résonance est un élément de réciprocité. Premier élément, donc. Deuxième élément, la maladie d'Alzheimer, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, dans le contexte particulier de la maladie d'Alzheimer, nous sommes dans un contexte qui, je dirais, embrume l'esprit à la manière d'un brouillard. Je reviendrai aussi là-dessus. La maladie modifie les ressentis, elle modifie les capacités d'expression, elle modifie les rôles, elle modifie les liens sociaux, mais elle ne les fait pas disparaître. Je vais insister sur la différence entre la perte et la modification. Elle ne fait pas disparaître ces éléments, elle ne fait pas disparaître toute vie intérieure, elle ne fait pas disparaître le sujet, et le sujet a toujours une capacité, une dimension spirituelle. Et puis, dernier élément, alors que comment on met ensemble ces deux éléments dans ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel, j'aimerais me démarquer, bien qu'il faudrait le faire de manière beaucoup plus subtile, j'aimerais me démarquer d'une idée où on a une spiritualité utile. Comme on a des serious games, des jeux sérieux, on aurait une serious spirituality, une spiritualité sérieuse. Je pense que l'accompagnement ne consiste pas, il faudrait mettre essentiellement à apporter de la spiritualité pour combler un besoin, mais l'accompagnement spirituel, c'est s'inscrire avec l'autre, se mettre avec l'autre dans cet espace. Aider l'autre peut-être à désencombrer un espace où quelque chose peut arriver, l'inattendu, l'imprévu, et c'est la notion le sens de ma notion de gratuité, ou théologiquement parler, la grâce. Voilà, donc ce que je vais essayer de dire maintenant. Donc, commençons par le plan, je vous fais un plan en 2 points. D'abord dire quelque chose sur la maladie d'Alzheimer, ou comment est-ce que je la conçois. Mais bien sûr, je vais pas, ça sera très, très schématique, mais quelques éléments clés qui peuvent nous aider à réfléchir sur ce lien Alzheimer et spiritualité. Deuxièmement, parler de la spiritualité et du croisement des deux. Très rapidement, qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer? Vous la connaissez tous, c'est une maladie neurologique. Donc, c'est une maladie, il y a un substrat, il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr, on a des théories et des théories interprétatives qui vont moduler. Est-ce qu'il n'y a que le neurologique? Est-ce qu'il y a de l'expérientiel aussi? Est-ce qu'il y a une réaction de la personne à ses conditions de vie? Oui, mais il y a une maladie. Donc, il y a un substrat événementiel qu'on ne peut pas évacuer. C'est une maladie qui fait des dégâts. Et c'est une maladie, et cette notion de maladie dégénérative, elle va coller à la peau des gens qui ont une maladie d'Alzheimer. Il faut en être conscient et il faut
il faut essayer de travailler ça parce que déjà dire dégénératif, hein, le poids des mots est extrêmement fort. Dégénérer, ça veut dire sortir de son genre. Est-ce que les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer sont des exclus, sont des demi ou quarts d'humains ou sortent du genre humain? Attention à ces éléments. On va dire, hein, je reprends ici le langage habituel, la maladie fait des dégâts, elle détruit certains éléments du système nerveux. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir quelque chose, une personne en face de soi dont le cerveau a été en partie détruit par la maladie? On est aussi porté à cela par ces images qu'on montre, hein, un cerveau sain avec un cerveau malade, et on voit le cerveau malade tout petit et tout ratatiné. Donc, on véhicule ces images. Et il faut le savoir. On les véhicule, on les prend avec nous. Et qu'est-ce qu'on en fait? Quel poids on leur donne comme clé de lecture de l'autre qui se présente en face de nous? Elle est évolutive, ça c'est une difficulté hein, dans l'accompagnement. On n'a pas quelque chose qui s'est passé et ensuite on va reconstruire sur un socle stable. Ce socle, il est mouvant et la maladie nous surprend toujours, l'évolution nous surprend toujours. Elle est très peu, il y a assez peu de possibilités de revenir en arrière. Qu'est-ce que signifie en termes de soins et d'accompagnement, par exemple, la notion de guérison dans ce contexte-là. Et puis, quelque chose à quoi je tiens, la maladie est systémique. On a très longtemps en médecine favorisé, sauf peut-être en psychiatrie, en thérapie familiale ou en particulier, mais dans la médecine classique, on a très longtemps favoriser l'interaction one-to-one, c'est-à-dire j'ai mon malade en face de moi et ce qui m'importe, c'est de considérer ce malade-là. La maladie d'Alzheimer, on en souffre. Si ma mère a une maladie d'Alzheimer, j'en souffre. Je souffre de la maladie d'Alzheimer de ma mère. Donc, elle ébranle un habité. Dominique Jacquemin a parlé d'un habité. Elle ébranle le lieu, elle ébranle l'habité et ceux qui habitent ce lieu. Voilà, très rapidement. Je vais passer sur ces éléments factuels pour arriver à peut-être parler de cette maladie qui atteint, où on a ces images de dégénération, de perte. Quelles sont les clés de lecture? Et c'est ça qui m'intéresse. Déjà, simplement parler de maladie, c'est une clé de lecture. Parler de maladie d'Alzheimer, c'est une autre clé de lecture. Tous ces éléments véhiculent des éléments de sens, un contenu sémantique qui est continuellement mouvant et continuellement entretenu par le discours que l'on entend. Et c'est important de travailler aussi sur ces clés de lecture, quelques éléments assez rapides. Et l'élément important sur lequel je vais insister, c'est la notion de perte. On est fasciné par la perte. La maladie d'Alzheimer, c'est quand on perd la mémoire, c'est quand on perd les gnosies et les praxies, c'est quand on perd la capacité d'orientation, c'est quand on ne reconnaît plus, donc on est dans le ne plus et la perte. Je dis ça aussi à partir de mon expérience médicale. On est formaté en médecine à répertorier les pertes, à évaluer le degré de la perte. On a des échelles, on a une quantification. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est tout à fait important de le faire, mais il faut savoir ce que ça signifie en termes de clés herméneutiques, c'est-à-dire de critères d'interprétation de l'autre et de son histoire, de valoriser ces notions-là. Et je trouve cette image assez interpellante, et la notion de perdre la tête, hein, que l'on retrouve souvent quand on discute avec les gens. Hein, j'aimerais avoir n'importe quelle maladie, mais pas perdre la tête. Qu'est-ce que ça veut dire perdre la tête? Est-ce que quand on a une maladie d'Alzheimer, on perd la tête?
dans le sens où il n'y aurait plus, un ne plus, où la tête serait vide. Je me rappelle d'un livre sur lequel j'avais travaillé, d'un livre témoignage dans les années 90, où une sœur parlait de la maladie d'Alzheimer de sa sœur aînée, et elle avait cette phrase terrible vers la fin d'une description de l'évolution de la personne: il n'y a plus rien. Et moi, cette phrase m'avait ému et ébranlé. Est-ce qu'on peut dire face à un autre qui nous fait face: il n'y a rien, il a perdu la tête, il n'y a plus rien. Dire cela quand on cherche à penser une réalité étrange que l'on a de la peine à faire entrer dans nos catégories, on va utiliser souvent des paradigmes, des métaphores qui nous aident à penser. Et alors, ça nous aide à penser, mais le danger, c'est que ça peut-être aussi nous enfermer dans un schéma de pensée. Et une de ces métaphores, un de ces modèles de pensée, c'est le sablier. J'ai ici un sablier qui est très lourd et qu'on ne retourne pas. Donc, il y a une espèce de déterminisme. Quand je parle d'une maladie évolutive, on voit bien, ça évolue et ça ne revient pas en arrière. Le sable ne remontera pas. Et qu'est-ce qu'il y a de terrible dans ce sablier? C'est que chaque fois que je le regarde, je détourne les yeux et chaque fois que j'y reviens, je suis sûr, je sais qu'il y aura moins de sable en haut. Et très souvent, on va aborder la maladie d'Alzheimer, cette maladie dégénérative et évolutive, comme elle est décrite habituellement, on va l'aborder de cette manière. Quand je regarde la personne, qu'est-ce qu'elle a encore perdu? Qu'est-ce que la maladie va encore grignoter? C'est quelque chose d'assez terrible de voir la personne comme cela. Et je pense que si ce modèle est utile pour une certaine approche, une approche scientifique, une approche clinique, dans le sens d'une clinique objective, elle doit être complétée par d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres manières de dire la variabilité plus-moins d'un phénomène? Et je prends ici... donc, est-ce que la question qu'est-ce qu'on perd ou qu'est-ce qu'on a encore perdu entre deux regards est juste? Est-ce qu'il ne faudrait pas se poser autrement la question qu'est-ce qu'on perd, mais plutôt qu'est-ce qui se modifie? Je ne veux pas rentrer ici dans la technique ou la théorie de la mémoire, mais par exemple, on sait bien que classiquement, on dit dans la population, quand on a la maladie d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, c'est quand on perd la mémoire. Mais est-ce qu'il y a une mémoire? Est-ce qu'il y a une mémoire qu'on aurait et qu'on pourrait perdre? Non, on le sait bien, les théoriciens de la mémoire vont dire qu'il y a des mémoires. Il y a des mémoires dans le temps, les mémoires récentes, la mémoire longue, il y a des sortes de mémoires, la mémoire par laquelle je me rappelle les noms, la signification des mots, la signification des lettres sur un texte, la date et le déroulé d'un événement, c'est une mémoire, mais la mémoire par laquelle je me rappelle une impression que m'a laissé un paysage, une atmosphère, l'effet que m'a fait une personne quand je l'ai rencontrée, c'est une autre mémoire. Il y a une mémoire musicale, par exemple. On sait bien que les patients qui sont atteints d'une maladie d'Alzheimer vont retrouver des paroles d'une chanson beaucoup plus facilement parce qu'elles sont portées par la mémoire musicale. Donc, est-ce que la mémoire, on la perd? Est-ce qu'on perd la mémoire? Ou est-ce que cet ensemble multifacétaire que représente la mémoire, est-ce qu'elle se modifie? Est-ce qu'on a une mémoire qui fonctionne différemment? Je pense qu'il faut plutôt se poser ce type de questions. Et je l'illustre par cette biographie de ma région, ici à Neuchâtel, où j'ai pris 2 photos à une demi-heure de distance, peut-être même pas une demi-heure de distance, un certain nombre de quelques minutes de distance. Et ces 2 photos sont bien, si on les lit avec le modèle du sablier,
elles sont bien dans l'ordre du moins. Ici, vous avez moins de lumière que là. Ici, vous arrivez à distinguer moins bien les bâtiments et les arbres. Hein. Vous ne pouvez plus ici faire la distinction entre l'immeuble qui est là et l'arbre qui est derrière. Donc, on est dans l'ordre du moins. Il y a une diminution, il y a une perte de résolution, il y a une perte de luminosité. Et pourtant, pourquoi photographie-t-on des crépuscules? On ferait mieux de faire des photos quand il y a vraiment l'entier de la lumière. On photographie des crépuscules parce qu'il y a autre chose qui est apparu, quelque chose que cette photo rend mal, mais le soleil vient de se coucher. Ici, on regarde la France, ici, on est en direction de Pontarlier, et le soleil se couche ici à l'ouest. Et il y avait des rayons de soleil que la photo rend ici mal. Donc, il y a quelque chose de prenant, d'important qui se passe alors qu'on aurait pu lire ces deux photos uniquement en termes d'une perte. Donc, qu'est-ce qui se perd ou qu'est-ce qui se modifie? Et ces pertes, les pertes partielles, qui sont toujours partielles parce qu'on ne perd jamais la tête, on l'a toujours, on est toujours en face à un sujet, les pertes partielles ne signifient pas la perte de l'ensemble, mais sa modification. Je mets ici un texte, une petite citation d'un ouvrage que j'aime beaucoup, qui est un ouvrage déjà un peu ancien de Claude Couturier, une personne qui a souffert d'une maladie d'Alzheimer à début assez précoce et qui a raconté le déroulé de cette maladie et l'évolution de cette maladie dans un journal. Ça s'appelle Journal d'une Alzheimer, qui a été réédité plusieurs fois. C'est tout à fait émouvant parce qu'entre chaque réédition, elle rajoute un bout. L'air de dire « je suis toujours là ». On voit bien que c'est une atteinte de maladie d'Alzheimer assez importante, d'intensité en tout cas moyenne, quand elle raconte un petit peu ce qu'elle fait, ce qui lui arrive dans sa vie. Et elle a c'est l'Alzheimer vu de l'intérieur, je trouve ça extraordinaire, et elle nous interpelle plusieurs fois. Je ne l'ai pas mis ici, mais à un autre moment, elle dit « Je me sens même plus humaine qu'avant ». Parce que je trouve que ma sensibilité aux atmosphères, aux choses, à la beauté a augmenté. C'est intéressant, hein? Quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, qui est en plein dedans, vient nous dire « je me sens même plus humaine qu'avant ». Et ici, elle dit « je vous remercie tous et toutes, vous professionnels, de vous intéresser à notre désir de nous prendre un peu nous-mêmes en charge et de retrouver ainsi un peu de l'humanité que le diagnostic nous avait fait perdre aux yeux de la multitude ». Cette phrase doit nous interpeller en tant que soignants aussi, en tant que poseurs de diagnostic. Qu'est-ce que c'est que poser un diagnostic? Nous réagissons différemment, dit-elle. Donc nous, les personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer, nous réagissons différemment, mais nous avons toujours des émotions, des sentiments et même une spiritualité qui nous rendent aussi sensibles et aussi humains que le reste du monde. Comme tout être humain, nous avons besoin d'être entourés de tolérance et d'amour. Une belle citation pour dire que est-ce que cette dame a perdu la tête? Non, bien sûr. Dire cela et être capable d'écouter cela, c'est bien lui redonner sa tête, c'est-à-dire sa présence comme sujet humain qui s'adresse à d'autres sujets humains, qui créent entre avec eux un espace d'interlocution et un espace où justement aussi d'autres éléments peuvent arriver, ce que je vais traiter tout à l'heure. Je reviens sur cette idée du jeu parce que le jeu, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai été interpellé par les jeux sérieux. Et pour moi, ça m'a surpris. On m'avait demandé de faire un travail sur le jeu. J'ai une collègue ici à Fribourg, Véronique Dazen, qui est une archéologue qui travaille sur le jeu dans l'Antiquité. Donc, elle
avait fait un grand colloque sur le jeu dans l'Antiquité, à l'époque contemporaine. Elle m'avait dit, tu ne veux pas me faire quelque chose sur le jeu et l'Alzheimer? Et j'avais été surpris de fait de trouver assez peu de jeux gratuits. Tout devait être formaté pour étudier, pour voir qu'on améliore les capacités cognitives, on améliore les capacités aussi physiques. Il y avait des jeux physiques, etc. Et c'est pour ça que j'ai mis comme sous-titre la place de l'inutile. Est-ce qu'il y a du jeu inutile? Je dirais oui, je reprends cela d'un classique de la réflexion dans la maladie d'Alzheimer, c'est Tom Kitwood, qui commence à dater un petit peu, mais qui a dit des choses fondamentales sur le rapport à la personne qui souffre de maladie d'Alzheimer comme le rapport à une personne. Et son ouvrage le plus important, c'est Dementia Reconsidered, The Person Comes First, la personne vient en premier. Et Kitwood va essayer de voir qu'est-ce qui va nous empêcher de reconnaître l'autre comme une personne. Et donc, il va trouver ce qu'il appelle des attitudes sociales malignes, l'infantilisation, la chosification, le fait de ne pas reconnaître l'autre comme sujet. Et il va inverser cela. Il dit quelles sont les attitudes que l'on peut développer, que l'on doit développer dans des accompagnements, dans des équipes soignantes, dans des établissements pour personnes âgées, pour contrer ces attitudes sociales malignes. Il dit malignes parce qu'elles déconstruisent, elles rongent la personne elle-même. Et il en liste un certain nombre, 17 je crois, 12, j'en ai pris 12 ici, mais je pense qu'il y en a plus. Je ne vais pas les lister. Juste, j'en souligne quelques-unes qui donnent la tonalité un petit peu de qu'est-ce qu'il faut pour qu'on mette en premier cette notion de personne de l'autre. La reconnaissance, bien sûr. Je dois reconnaître l'autre comme une personne, sinon je ne peux pas interagir avec. Et des notions de gratuité reviennent souvent dans ses textes. Il y a un très beau texte, un très bel article où il va montrer comment il va régulièrement dans une maison pour personnes âgées chercher un ami, quelqu'un qui est devenu un ami, et il l'emmène au restaurant. Et il y a cet aller au restaurant comme moment de gratuité. Donc, il va valoriser des éléments de célébration. La validation, bien sûr, assez classique, c'est reconnaître à l'autre sa capacité émotionnelle et la capacité d'une expérience intérieure fondamentale pour la spiritualité. Je ne peux pas travailler la spiritualité si je ne reconnais pas à l'autre une capacité d'expérience intérieure, d'intériorité. La facilitation et la notion de création. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que assez haut dans sa liste, il va mettre la notion de jeu. Et lui va définir le jeu, non pas comme quelque chose d'utile pour améliorer les capacités neurocognitives de la personne, ce qui n'est pas tout à fait inutile, bien sûr, entendons-nous, je ne suis pas en train de critiquer cela, mais il y a une notion de jeu qui doit être, d'après lui, développée, qui est la notion d'un jeu qui ne sert à rien. Je mets ici le petit passage. Le travail, dit-il, est dirigé vers un but. Le jeu, dans sa forme la plus pure, n'a pas de but. Il se trouve hors de l'activité elle-même. Il est un exercice spontané d'auto-expression, une expérience qui a sa valeur en elle-même. Ces éléments-là me semblent importants. Pas de but autre que jouer. Et la valeur du jeu, elle est d'abord à trouver dans le jeu lui-même. Je retrouve cela, il
enfin, beaucoup de choses. Là j'ai mis quelques éléments, mais je passe un peu rapidement quelques éléments d'articles liés à cette étude du jeu et de maladie d'Alzheimer. Mais je retrouve cette idée de gratuité chez Winnicott. Winnicott, un pédopsychiatre très connu, déjà qui date un peu, mais qui a dit des choses fondamentales sur le jeu aussi. Il a un ouvrage qui s'appelle Playing and Reality, sur le jeu chez l'enfant. Mais le jeu chez l'enfant, le jeu chez l'adulte, ça reste du jeu, hein, si justement on ne l'instrumentalise pas trop. Et ce qui est intéressant, je reprends ici cette notion chez Winnicott, d'un espace intermédiaire à créer entre un espace intérieur qui est déstructuré, et qui est chaotique et qui est difficile à gérer pour les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, et un espace extérieur qui est exigeant, demandant, qui pousse la personne, qui l'atteste constamment sur sa capacité de remplir des rôles ou certaines exigences. Et Winnicott dit l'enfant, c'est un peu la même chose, enfin il ne dit pas c'est la même chose, mais il dit pour l'enfant, il décrit aussi ces deux éléments d'une réalité intérieure et d'une réalité extérieure qui sont les deux exigeantes. Et il dit, le jeu, c'est créer un espace où je suis moi, j'utilise des éléments du monde, mais c'est un espace sécure, parce que si on est dans le vrai jeu, c'est-à-dire qu'il a d'autres buts que lui-même, on ne va pas venir me demander des résultats. On ne va pas exiger quelque chose de moi. Donc, le jeu permet d'investir un espace symbolique de sécurité quand les espaces intérieurs et extérieurs sont fragilisés. Ça vaut chez le petit enfant en difficulté. Je pense que ça vaut aussi chez la personne qui a une maladie d'Alzheimer. Ça vaut chez chacun d'entre nous, je crois. Il y a des moments où on a besoin d'un espace où les exigences du monde ou nos propres exigences internes sont laissées de côté, et un espace où tout peut arriver, mais rien n'a d'importance. Winnicott le décrit comme ça, un espace qui n'est pas challenged, où il n'y a pas de défi à relever, parce qu'on ne demande rien, excepté qu'il existe comme une place resting place, une place de repos. Voilà, quelques éléments sur Alzheimer et gratuité. Je passe un peu. Vous voyez où je veux venir, hein, vous voyez, je pense que cette réflexion sur le jeu que l'on a chez Kitwood et chez Winnicott est un parallèle, un paradigme tout à fait intéressant pour penser la spiritualité. Parce que la spiritualité, on peut aussi la penser comme si on pense les serious games, on peut aussi penser la spiritualité de manière, à mon avis, un petit peu trop sérieuse, quantifiable. Et ça, je pense que là, on l'a réduit. Juste, quelle est ma vision de la spiritualité? Alors, je l'ai mis ici en une phrase, hein, quelque chose de très large, une dimension fondamentale de tout humain. Elle exprime la capacité que nous avons tous à être rejoints par de l'autre, du plus grand, et à entrer en résonance avec lui. La notion de résonance est fondamentale. La notion de sortir de soi, être pris par ce qui nous dépasse, que ça soit d'une manière très informelle et très vague, comme je pense que l'émotion esthétique face à un paysage, par exemple, est de l'ordre de l'émotion spirituelle, ou alors qu'elle soit nommée et considérée de manière plus spécifique, comme dans un espace religieux. Je disais, je vais passer rapidement, mais j'avais mis ici l'idée que, enfin, j'aimerais lutter contre l'idée que la spiritualité n'est que, ou pourrait être limitée à quelque chose qui a des effets dont on peut mesurer les outcomes. On a une littérature abondante là-dessus, surtout dans le monde anglo-saxon. J'ai mis ici une étude caricaturale, extrêmement caricaturale, où on va mesurer en double aveugle les effets de la prière sur l'évolution de patients qui ont eu une chirurgie cardiaque.
c'est à mon avis l'étude la plus caricaturale que j'ai vue. On va faire des deux groupes de prières, un va prier pour, l'autre va pas prier pour. Enfin, on a une construction de l'étude tout à fait classique comme étude en double aveugle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les critères de réussite que on va prendre. On va dire la prière est efficace si les complications post-opératoires sont diminuées, si dans les 18 mois à venir, on n'a pas de major event, donc d'éléments pathologiques, ou si la mortalité à 30 jours est diminuée. Je vous rassure, ils n'ont pas réussi à montrer que, au contraire, les gens, il y avait un groupe où on priait pour et les gens savaient qu'on priait pour. Ce groupe a moins bien évolué parce qu'on pensait qu'ils avaient généré une angoisse sur les personnes à qui on avait dit qu'on prierait pour eux. Voilà, tout ça, c'est un peu anecdotique, mais c'est une réduction, c'est de la serious spirituality. Hein. Je pense que la spiritualité doit sortir peut-être du sérieux et de cette efficacité. Dans la démence, on a le même type de réflexion. Hein. On a des articles qui vous montrent, j'en mets deux ici, que la spiritualité va être un facteur protecteur pour la dépression. Donc, si les gens qui ont plus de spiritualité ont moins de dépression, mais on peut se demander si ce n'est pas l'inverse, dans quel sens va la causalité, s'il y a une causalité. On va montrer que les gens qui ont une spiritualité diminuent leurs troubles neurocognitifs. Et on va montrer que les difficultés de coping, une fois qu'on a reçu le diagnostic, seront améliorées si les gens ont une spiritualité. Il y a des études qui vont pointer l'impact existentiel, et là on est déjà plus dans l'ouverture. Hein. Par exemple, ici on va montrer que la spiritualité est une manière de je dirais, elle est reliée, c'est un means, c'est un moyen, me semble déjà aussi réducteur. La spiritualité est reliée à l'espérance, au sens, au lien avec le passé. Elle aide à faire un lien entre le passé, le présent et le futur. Je passe un peu rapidement ici. Je pense que la spiritualité est essentiellement de l'ordre. J'ai donné cette idée d'un espace où tout peut arriver, elle est de l'ordre d'une passivité. La résonance, je résonne, mais il faut qu'il y ait quelque chose avec quoi je puisse raisonner. Donc, il y a quelque chose de non maîtrisable, c'est ce que je voulais évoquer, invisible, insaisissable, inattendu dans la spiritualité. Je pense qu'on doit respecter ce non maîtrisable. Alors, que faire dans cette idée-là? Le temps avance un petit peu, je vais aller un petit peu plus vite. J'utilise moi un modèle conceptuel pour penser la spiritualité que je vous détaille juste très rapidement parce que je pense qu'il est utile pour penser et voir ce qui se passe de spécifique dans la maladie d'Alzheimer. C'est un modèle où à 4 entrées, il y a l'entrée principale, j'aurais dû la mettre en rouge ici ou en surligné, c'est l'expérience. Je pense qu'il n'y a pas de spiritualité sans ce rapport personnel à cet autre, à la transcendance, à Dieu, à une altérité qui peut prendre figures différentes, mais il ne peut pas y avoir, si on n'a que des croyances mais pas d'expérience spirituelle, on a un dogmatisme. Si on a une éthique déconnectée d'une expérience, on ne peut pas dire que c'est une éthique liée à la spiritualité. On peut avoir de la communauté où on trouve un intérêt communautaire. On l'a décrit beaucoup dans le judaïsme, où le fait d'appartenir culturellement au judaïsme n'avait pas grand-chose à voir forcément avec une expérience spirituelle. Mais je pense que dans la vision globale de la spiritualité, la notion d'expérience est fondamentale. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une expérience spirituelle? On essaye de l'exprimer, on essaye de la mettre
en termes de décrire une vision du monde qui va consonner avec cette. Donc, on est dans un système de croyances. Nos croyances nous amènent à agir d'une certaine manière. Croyances, valeurs, qu'est-ce qui est important, donc ça va déterminer mon agir. Et puis, l'expérience spirituelle, si elle est individuelle et personnelle, elle n'est pas sans lien avec la communauté. C'est une vision de l'humain qui n'est jamais seul, qui est toujours en communauté. Donc, elle se partage, elle se vit, et tous ces éléments s'interconnectent. Je les ai mis sous forme d'un cercle. Je pense que ça tourne, mais en fait, l'expérience reste première, mais elle va générer de la croyance, mais elle va chercher la communauté et aussi générer de l'éthique. Je vais passer un peu rapidement là-dessus. Ce que je voulais dire là, c'est que ces éléments d'expérience avec ouverture, transcendance, don reçu, plénitude, reconnaissance, liberté, ces éléments de communauté, amour, rite, vie communautaire, rencontre, histoire commune, ils sont de l'ordre du non rationnel. Ils sont vécus plus que pensés. Bien sûr, il y a toujours du pensé, mais le pensé, je le mettrais de ce côté. J'ai mis rationnel ici. Les croyances, hiérarchiser des dogmes, des croyances, des conceptions du monde, hiérarchiser du sens, mettre des mots sur ce qui nous arrive pour qu'il y ait du sens. On est ici dans un travail intellectuel déjà. Rechercher de la cohérence entre des valeurs, des normes, modifier nos comportements en fonction de ces valeurs et de ces normes. On est aussi dans du rationnel, quoique pas uniquement, hein, c'est un peu schématique, mais il faut être schématique parfois. Donc, ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, je dirais, c'est que cette partie-là va être floutée. Non pas, de nouveau, elle ne disparaît pas, elle va être floutée. On a montré, par exemple, Stephen Sabato aux États-Unis, dans son livre qui a été traduit en français, l'expérience des, je ne sais plus exactement le titre en français, l'expérience des patients souffrant de maladie d'Alzheimer, je pense, montre que les valeurs, l'éthique va persister, mais elle est floutée. L'argument pourquoi est-ce que je fais quelque chose ne joue plus. Donc, on a quelque chose d'une modification de ces éléments, mais je pense que l'élément d'expérience, l'élément de se sentir habité, se sentir rejoint par la transcendance ou par de l'autre, l'élément de reconnaissance, d'amour, j'aurais dû mettre amour ici aussi, non, je l'ai mis là, voilà. Ces éléments-là reste pour la personne qui a une maladie d'Alzheimer. La notion de rite est importante parce qu'on fait appel à une mémoire procédurale qui, on le sait, reste plus vive. La notion de vie communautaire, Kitwood l'a beaucoup thématisé dans la coévolution, dans la facilitation, dans la codécision. La notion de rencontre, le fait de faire partie d'une histoire commune va rester. Donc, où est la spiritualité? Est-ce que la spiritualité aussi, on la perd ou est-ce qu'elle se modifie? Je pense qu'elle se modifie et on doit tenir compte de ces éléments-là pour un accompagnement. Alors, on est dans ce que j'ai appelé une présence mutuelle. L'accompagnement, peut-être une des difficultés du fait qu'on a médicalisé, mais il fallait le faire, c'est une maladie, mais en même temps, le fait de médicaliser une condition va nous mettre dans le schéma où on a des soignants et des soignés. Et les soignants vont en général bien, quoique le Covid nous montre de manière tout à fait intéressante que les soignants peuvent devenir soignés et vice-versa assez facilement et que la frontière entre les bien portants et les malades n'est pas si étanche que ça. Mais je pense qu'on doit travailler beaucoup plus sur la notion de mutualité et de réciprocité. Et on peut travailler aussi sur la figure du guérisseur blessé. Le guérisseur est toujours porteur lui-même d'une blessure. Donc, nos rencontres sont des rencontres qui sont toujours co-guérissantes.
C'est ce que j'ai voulu évoquer ici. Donc, à partir de cet élément qui va rester accessible chez la personne qui a une maladie d'Alzheimer, comment être dans une vraie présence, c'est-à-dire comment créer entre nous de l'échange possible dans le être là, ce qui n'empêche pas bien sûr une certaine intentionnalité aidante, mais l'être là est premier. C'est Lévinas, je l'ai déjà évoqué au tout début, qui thématise cela dans un article sur le dialogue, où il dit le dialogue, c'est pas échanger des informations, c'est pas prendre des connaissances de l'état de l'autre et lui redonner un feedback. Oui, ça, il dit c'est un dialogue, mais c'est un dialogue de bas niveau, on pourrait dire le dialogue vrai. C'est le je tue à la Martin Buber. Hein. Le dialogue vrai, c'est, dit Lévinas, quand entre nous, on laisse un espace pour la transcendance. Il ne la définit pas, il dit la transcendance baie, il y a comme une béance qu'on va laisser, et la transcendance s'insère dans l'entre-deux du dialogue. C'est tout à fait intéressant. Un dialogue qui toujours laisse un espace entre les partenaires pour laisser advenir la transcendance, quelque chose d'autre, la gratuité, la surprise. C'était le sens de ma notion de gratuité. Et si je veux contrôler l'interaction et que je ne laisse pas de la place pour la transcendance, je pense que je ne suis pas dans l'accompagnement spirituel. Donc, c'est cette capacité, dit Lévinas, de relier un je et un tu, que leur altérité sépare irrémédiablement. La maladie d'Alzheimer ne fait qu'accentuer une altérité irréductible qui est déjà présente. Je ne fusionne jamais avec l'autre, je ne le comprends jamais, il reste toujours un mystère avec ou sans maladie. Donc, il s'agit, je termine par cela, il s'agit de créer un espace. S'il y a un faire, il est là, je pense, il est dans cette capacité de créer. Dominique Jacquemin a parlé d'un lieu, d'un habité. Je dirais créer un lieu pour habiter. Une citation que j'aime beaucoup, c'est une citation de Martin Heidegger sur la notion d'habiter. Il dit, comment est-ce que les humains habitent le monde? Ils l'habitent en poète. C'est la façon humaine d'habiter le monde. Et qu'est-ce qui nous empêche, dit Heidegger, d'habiter le monde en poète? C'est notre fureur de mesure et de calcul. Je dirais, pour être un peu méchant, quand on veut faire des serious games, on tue le jeu parce qu'on veut faire rentrer le jeu, qui doit être la poésie même ou la spiritualité, dans des cadres mesurables et calculables. Il faut le faire, mais il faut le faire avec pondération. Il ne faut pas que l'entier de nos interactions soit mobilisé par cela. Je vous mets un ange. J'aime bien l'ange parce que l'ange, c'est une créature qui existe. On ne sait pas si elle existe, on ne sait pas où elle est. Elle est improbable, je dirais, dans notre représentation iconographique occidentale. C'est un humain un peu androgyne, avec des ailes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben voilà, c'est un ange. On ne pose pas trop de questions. On le prend comme il est ici. Un ange de la cathédrale de Fribourg, ici en Suisse. Et on doit pouvoir être surpris, pouvoir percevoir l'ange qui passe entre nous. De nouveau, Claude Couturier, rassurez-vous, j'arrive à la fin, elle dit cela de manière tout à fait intéressante. On pourrait dire, c'est terrible, cette femme, elle perd des choses, elle l'oublie. Et puis elle dit, ben non, ça pimente un peu ma vie. Je suis très souvent étonné de retrouver un livre ou un objet dont j'avais même oublié l'existence, ce qui fait que tout est souvent nouveau pour moi. Et c'est bizarre, j'ai l'impression de renaître à chaque fois. À un autre moment, elle dit de manière très intéressante, le neurologue dirait elle n'a pas de persistance idéative, c'est-à-dire elle ne persiste pas dans les idées qu'elle développe. Elle dit, moi, je vois ça comme une pelote, je tire un fil et puis après j'en vois un autre, donc je le tire aussi. Moi, j'appelle ça de la souplesse.
Donc, vous voyez comment on peut lire une même réalité de manière différente. Ici, faire place à quelque chose d'assez dramatique, c'est-à-dire elle perd ces choses, mais elle est contente de les retrouver. Donc, ouvrir cet espace pour la surprenance, pour que la différence ne soit pas menaçante, c'est-à-dire que deux altérités se mettent, non pas se fusionnent et s'égalisent, mais se mettent avec leur altérité dans cette condition d'ouvrir un espace pour que quelque chose advienne, pour que la non-maîtrise, comme la citation qui vient d'être donnée, la non-maîtrise ne devienne pas perte, mais puisse ici être une libération, pour que puisse apparaître la joie. Claude Couturier le dit, dans la non-maîtrise, dans la perte, tout d'un coup, je retrouve quelque chose et c'est une renaissance forte chez François d'Assise, dans un très beau texte sur qu'est-ce que c'est que la vraie joie. Est-ce que la vraie joie, dit François, c'est quand j'ai renoncé à tous mes désirs de convertir le monde, les rois, les musulmans et tout le monde, et que j'abandonne tout cela et que rien. Et quand je suis dans ce rien, à ce moment-là, la vraie joie arrive. Donc, quand j'ai ouvert cet espace entre nous, j'accepte de ne rien mettre, peut-être le sens de la vraie vie peut apparaître. Voilà. J'ai tenu le temps, je crois. Je vous remercie de votre attention et on va, pour ceux qui le désirent, continuer la discussion dans l'atelier. Merci beaucoup.
Oui, bonjour à tous. Ben voilà, le moment des questions commence. Euh, Merci au professeur Thierry. Et puis, je crois que nous allons, ce qui est prévu, nous allons écrire des questions à droite. Donc, nous prenons les chats. Si vous voyez la barre en bas, il y a un lieu où c'est écrit chat ou discussion. Vous mettez juste la question et puis moi, je vais la transmettre au professeur. Mais il y a aussi lieu d'intervenir à haute voix en activant le micro si le professeur le juge nécessaire. Donc voilà. Donc je laisse la parole Moi, à... je ne juge rien, je laisse les choses aller. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi Voilà. poser des questions à haute voix? Ça me semble plus simple, non? Oui, ça c'est aussi direct, c'est peut-être mieux aussi, mais en activant le micro, bon, on va peut-être veiller à ce que tous les micros ne soient pas activés en même temps. On peut poser aussi directement la question s'il y a l'un ou l'autre qui a une question qui peut s'adresser directement au professeur. Oui, bonjour. Véronique Lefebvre-Desnouettes, je suis médecin psychiatre et gériatre. J'étais tout à fait enchantée de vous écouter, monsieur, mon cher confrère. Et je voulais savoir si vous travaillez dans les EHPAD, par exemple, ou si vous allez en tant que médecin dans les lieux où se trouvent, puisque vous avez fort bien parlé des lieux des personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer, est-ce que vous avez un contact direct avec ces malades et leurs proches? Alors, je l'avais pendant une vingtaine d'années, je l'ai depuis quelques années un peu moins, puisque je suis là, j'ai un poste maintenant à la faculté de théologie. J'essaye de maintenir des liens. Actuellement, un peu plus du côté des soins palliatifs que de la gériatrie, mais les problématiques sont identiques, enfin, pas tout à fait identiques, mais on a ce même type de problème. J'ai donc des liens cliniques directs depuis quelques années, plus non. D'autres types de liens, ça passe. Je travaille beaucoup dans la formation des intervenants, des bénévoles, aussi des aumôniers en Suisse romande. Parce que ce que vous nous avez montré brillamment, se nourrit d'une clinique qui est très riche, hein, et moi je retrouve exactement la même. Et, une expérience de 20 ans voilà, enfin, ce que vous appelez des EHPAD, ce que nous appelons des EMS, où j'étais oui. assez impliqué. Pour vous, ce sont des maisons de repos, c'est ça? Les établissements médico-sociaux, voilà. Ah, établissements médico-sociaux. On est Mais moi, aussi j'aime pas du tout l'acronyme EHPAD en France, hein. Quand on parle des lieux des malades, eh bien, vous avez très bien cité Heidegger, c'est vraiment les EHPAD en France, c'est des lieux, des établissements donc anonymes. L'hébergement, on est hébergé à temps partiel et pour personnes âgées dépendantes. Donc, on est triplement, quadruplement stigmatisé. Et on prêche beaucoup pour changer cet acronyme. Je pense que les mots, c'est ce que j'ai un peu évoqué, hein, les mots ne sont pas innocents. Et j'avais fait ma thèse sur la maladie d'Alzheimer, ma thèse de théologie, et j'avais travaillé un petit peu par exemple, sur la notion de dégradé. Dégradé, c'est terrible en termes de ce que véhicule l'histoire de ce mot, hein. Vous avez acquis des dignités sociales et tout d'un coup, on vous arrache vos galons, on casse votre épée, on arrache les boutons de la tunique. C'était comme ça qu'on dégradait un militaire indigne. Donc, quand on dit de quelqu'un il se dégrade, qu'est-ce qu'on véhicule? Et ce que vous venez de dire sur les établissements d'hébergement, c'est effectivement c'est ça aussi. Et on a navigué hein, dans comment on appelle, on a parlé d'asile, on a le premier EHPAD de la ville de Lausanne s'appelait à la fin du 19e siècle l'asile des vieillards pauvres et malheureux.
Qu'est-ce qu'on dit ça? Quand on dit quelque chose comme ça, est-ce que qu'est-ce que c'est que cet asile des vieillards pauvres et malheureux? Donc, je pense que travailler, habiter des lieux de vie, c'est aussi les nommer. Et je rejoins tout à fait votre intervention. Professeur, Oui. je vais vous lire la question de Gaëtan qui demande comment mobiliser les capacités spirituelles des personnes atteintes d'Alzheimer. Alors là, je pensais vous entendre parce que vous êtes peut-être parmi vous plus dans la pratique effectivement, j'ai un peu quitté la pratique. C'est toujours le problème quand on monte les échelons académiques, on s'éloigne un petit peu de la pratique. Donc, mais j'ai quelques petites idées, mais peut-être à vous de le dire. J'évoque peut-être juste quelques pistes. Et l'idée, l'intitulé de la question est intéressant parce que Dominique Jacquemin a dit que j'avais travaillé un petit peu sur la résilience et je pense que la résilience est un modèle intéressant où on a il y a des ressources, on postule qu'il y a des ressources internes à la personne et ces ressources, elles sont, j'ai parlé d'Alzheimer comme d'un brouillard. Hein, si vous avez du brouillard, vous avez la capacité de voir, vous voyez un petit peu, mais tout est flouté. Et comment on vient de l'extérieur amener des ressources externes, c'est pour mobiliser les ressources internes de la personne. Et ça, je trouve tout à fait intéressant, ce modèle-là où je ne viens pas amener de la spiritualité, je ne viens pas amener, je viens mobiliser. Alors, vous êtes psychiatre, madame, donc je pense que vous me corrigez si je dis des bêtises, mais ce que j'ai lu des élèves de Jung en particulier, de la réflexion sur la notion de guérisseur blessé, c'est que nous avons toujours au fond de nous une partie blessée, mais une partie guérissante aussi. Et ces théoriciens du guérisseur blessé vont dire le rôle du médecin avant d'amener la guérison, c'est d'aller mobiliser le guérisseur interne de la personne. Ces éléments-là me plaisent bien. Je pense qu'effectivement, on va mobiliser des capacités. Alors, au niveau spirituel, comment on le fait? Je crois qu'on le fait, ce que j'ai essayé d'évoquer, en créant un espace. Je reviens à Keith Wood, qui est quelqu'un que je trouve extrêmement important dans la réflexion sur la maladie d'Alzheimer. Keith Wood dit, il a parlé du jeu, mais il parle aussi de la célébration, et il parle des établissements. Il dit à un moment donné, il faut vider la grande salle et puis faire un grand espace au milieu et puis se lâcher. Laisser voir ce qu'il y a de bien. Et je pense que, mais c'est un travail de créer l'espace. Donc peut-être que le premier travail, c'est de créer l'espace. Deuxième travail, c'est de reconnecter des liens que la maladie peut-être déconnecte. Et j'ai évoqué des mémoires musicales, des mémoires rituelles. Donc qu'est-ce qui a fait? C'est de relier la personne à sa structure de sens. J'ai parlé d'un neuropsychologue américain qui s'appelle Steven Sabat, qui va dans les établissements pour personnes âgées et qui va essayer de retrouver dans les valeurs de la personne, dans l'histoire de la personne, ce qui a fait sens pour réveiller quelque chose. Et je pense qu'au niveau de la spiritualité, il y a des éléments mémoriels qu'on peut mobiliser, comme des atmosphères, alors si quelqu'un a vécu dans une tradition religieuse particulière, de remobiliser cette tradition, mais attention, justement, le cognitif est difficile à remobiliser, mais l'émotionnel, le rituel, donc il y a des éléments. Et puis, je pense que la mobilisation première, si on pense que la spiritualité, si je reviens à cette notion de dialogue, où la notion de présence est importante,
je pense que c'est pour ça que je résiste un petit peu à dire la spiritualité, c'est quelque chose qu'on apporte. Je pense qu'on s'apporte. Et là, je travaille passablement avec des aumôniers qui sont en première ligne, donc je suis un petit peu en arrière, mais j'ai un contact très, très fréquent avec des gens qui sont dans l'aumônerie. C'est clair que cette notion de présence, cette notion de non-interchangeabilité, mais on le voit aussi au niveau des soignants. On a, dans une certaine théorie du soin infirmier, on a voulu, en tout cas en Suisse, beaucoup faire tourner les soignants pour pas que la personne s'attache. Je trouve ça terrible. Ça veut dire que la personne n'a pas d'importance. L'importance, c'est le fournisseur de prestations. Et non, je pense que la personne soignante a l'importance. La personne qui est autorisé par le résident à entrer dans son intimité, ça ne peut pas être n'importe qui, il doit y avoir une négociation. Et quand vous êtes dans cette intimité, quand vous êtes dans cette proximité, il y a quelque chose qui peut se passer. Et alors, la spécificité de la spiritualité, c'est que vous ne maîtrisez pas ce qui peut se passer quand vous avez créé les conditions pour que quelque chose se passe. Voilà, je ne sais pas si je réponds un petit peu. Donc, dans le comment, c'est peut-être être prêt à ne pas tout maîtriser, mobiliser des ressources que la personne a en termes de mémoire, de communauté. Peut-être je peux vous montrer. Non, je vais rester comme ça. Je ne sais pas si je réponds à Madame Gaëtan. Est-ce que vous voulez vous dire quelque chose? Qu'est-ce que vous mettriez, comment vous répondriez à votre question? Il faut enclencher votre micro. Voilà, ok. Voilà, j'ai réactivé le micro. Mais en fait, oui, moi, j'ai but là comme aumônier, donc ici, vraiment d'idées préconçues, mais c'est vrai que tout ce qui est les rituels chez les personnes Alzheimer, les rituels dans une religion particulière, c'est vrai que personne accroche en fait avec par exemple la messe, aller à la messe ou faire la prière, le chapelet ou des choses comme ça, des prières un peu traditionnelles, ça enclenche bien et oui, ça leur plaît en fait. Il n'y a pas que ça dans la spiritualité. Oui, justement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que, parce qu'on peut avoir le risque, mais c'est tout très théorique, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans l'intériorité de la personne, mais est-ce qu'on a un risque d'une certaine ritualité, qu'on pourrait dire déshabitée? Donc, je pense que pour l'aumônier, pour l'accompagnant spirituel, la notion, c'est pas, sinon il suffirait de faire une espèce de DVD où on met quelques prières et puis de le donner. En Suisse, l'association Alzheimer avait fait ça en mettant des chants folkloriques traditionnels. Elle avait envoyé oui, je trouvais que bon, c'est bien, mais en même temps, il faudrait peut-être quelqu'un qui amène le CD et qui l'écoute avec la personne. Donc, cette co-vibration, s'il y a des pratiques ou des manières d'approcher la spiritualité, est-ce que l'aumônier, la personne qui est là, l'accompagnant spirituel, est capable d'être dans cette résonance aussi? Je pense qu'il fait partie d'un système qui se met en résonance. Donc, oui, pour les rituels traditionnels, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Sur quoi débouche-t-il? Est-ce qu'il y a vraiment, c'est ce que j'ai mentionné comme l'expérience. S'il n'y a pas d'expérience religieuse, on est dans du formel. Il y a une très belle histoire que raconte André Comte-Sponville, qui a thématisé ces notions de spiritualité sans Dieu, raconte une histoire de deux rabbins qui, dans une réunion de rabbins, décident que finalement Dieu n'existe pas.
Ils ont discuté toute la nuit, puis ils sont arrivés à la conclusion que non, c'est pas possible, Dieu n'existe pas. Et le lendemain, le premier rabbin trouve son ami pour continuer la discussion. Il le cherche et il le trouve en train de faire ses prières rituelles. Et il dit, ça m'étonne parce hier, on a discuté et on a conclu que Dieu n'existait pas. Et toi, ce matin, tu fais tes prières rituelles. Et l'autre lui dit, mais qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Donc, c'est cette idée qu'il y a une ritualité ou une appartenance communautaire qui peut tourner, pas à vide, mais qui peut tourner pour elle-même, pour le fait, la ritualité qui nous insère dans un groupe on a des bénéfices secondaires d'y appartenir. Est-ce que l'expérience, et je pense que ce que j'ai appelé la coprésence ou le fait de rejoindre l'autre, se rendre présent à l'autre, est quelque chose d'assez fondamental dans l'accompagnement. Est-ce que je pourrais interagir avec Tania, avec vous? Cette question, elle est essentielle pour nous soignants. Et mon collègue l'a bien dit, c'est vraiment cette condition de possibilité d'avoir une coprésence qui sinon, on n'applique que les rituels, que la musique sacrée. C'est bien d'avoir cette ambiance, mais il faut une incarnation. Il faut qu'il y ait une possibilité de tenir la main, de toucher, d'être touché pour toucher. Et vous avez raison de dire qu'il y a une transcendance qui se glisse dans. Et moi, j'ai formé beaucoup de rabbins, quel sens public au de Paris, et les rabbins ne comprenaient pas, mais les rabbins me dire qu'il faut. Je viens des textes sacrés, comment c'est possible d'aller toucher? Si, en tant que psychiatre, je me mets en face d'elle et j'attends la demande. Il ne faut pas que ça, il faut beaucoup plus d'une ouverture à une parole possible, mais qui passe aussi par le toucher. Si on ne touche pas la peau, l'avant-bras de la personne, que vous avez. Et donc, nous utilisons beaucoup dans le soin, soignant et dans un amour que vous avez bien décrit, mais un amour agapé, un amour qui donne sans forcément attendre de retour. Et je crois que les conditions de possibilité de l'espace soignant, vous les avez bien notées, le fait qu'il faut une base de sécurité, comme disait Boris Cyrulnik, une base de sécurité, sinon il n'y aura pas de parole possible, sinon il n'y aura que les pertes cumulées, les troubles du comportement. Et on ne pourra pas être dans cette coprésence constructive. Et vous avez parlé d'audace, et moi je trouve ça très bien, c'est ça, c'est ose savoir ce que l'autre a encore à dire de sa présence. Qu'est-ce qu'il peut recevoir? Alors, évidemment, ce n'est pas une parole qui est holistique, ce sont des bribes dont nous devons faire des colliers de signifiance. Je trouve que votre réflexion sur le toucher est tout à fait intéressante. Alors, bien sûr, le toucher, là aussi, à moduler, à doser. Le toucher est toujours relié au vécu de la personne, à sa sensibilité culturelle. Donc, comment j'apprécie si l'autre… dans toute parole, il y a toujours une réception de cette parole. Et peut-être, moi j'ai formé pas simplement de soignants. Ici à Fribourg, on avait une formation qui s'appelait éthique et spiritualité dans les soins, et on insistait sur cette notion de réceptivité. Le bon accompagnant, il est capable, mais ce n'est pas la psychiatre qui me contredira, hein, le bon accompagnant, il doit être capable de, quand je dis quelque chose, qu'est-ce que ça fait chez l'autre? Et comment donc le toucher, c'est la même chose. Quand je touche l'autre, comment il reçoit mon toucher? Est-ce qu'il est dans la fuite? Mais que signifie cette fuite, etc. Et puis, je trouve intéressant parce que pendant que vous parliez, les petits carrés de Zoom se mettaient à bouger, les gens s'échangent. Et
je me dis, est-ce qu'on n'est pas là dans une métaphore de ce que vit la personne qui a une maladie d'Alzheimer? Je vois vos visages, mais en même temps, on n'est pas là comme si on était dans la même pièce. Et puis en plus, ces visages bougent sur mon écran. Donc, et à un moment donné, il faudrait une main qui vient et puis qui me prend. Et c'est peut-être ça que la différence entre des gens qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer, qui sont en cercle, qui apprécient la présence parce qu'il y a une capacité cognitive qui est perceptive et intégrative des perceptions qui est bien là. Et puis ici, par exemple, avec Zoom, vous êtes là sans être là. Et je pense que pour la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être un peu ça. Les gens voient des visages et peut-être qu'à un moment donné, il y a besoin d'un plus, d'une présence et je suis très sensible à votre réflexion sur le toucher à ce moment. Je pense que oui, mais un toucher mutuel, hein, c'est-à-dire je touche l'autre et l'autre me touche et je me laisse toucher, qui est pas si facile que ça, hein, se laisser toucher. C'est un toucher touchant qui est très mis à mal par l'épidémie de la Covid-19. C'est une catastrophe parce qu'on ne peut plus approcher nos malades comme avant. Ils ont une désorientation sensorielle qui fait qu'ils ne comprennent plus la situation où ils sont et le fait de ne plus pouvoir les toucher nous fait souffrir nous, mais les fait encore plus souffrir. Il n'est plus question d'embrassade, il n'est plus question de les mémoires anciennes procédurales sont des mémoires émotionnelles. Nos malades d'Alzheimer, a mis à nos malades. C'est le cap de la Covid, c'est glisser vers la mort de chagrin, de ne pas pouvoir voir les leurs, de ne pas pouvoir communiquer. Tout à fait. Et là, on a peut-être négligé, je le vis bien parce que j'ai des gens proches qui sont actuellement en institution. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, je dis, on voit probablement que la personne qui a maladie d'Alzheimer voit des visages et a de la peine à les intégrer dans des personnes dans une densité narrative. Et en plus, maintenant, il y a des masques partout. Donc, on ne voit même plus le visage. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qu'on devra... Je pensais qu'on allait y réfléchir entre les deux vagues. Et apparemment, ce que je vois, c'est qu'on n'a pas tiré des leçons, quelques leçons, mais pas énormément. Ce que je voulais dire aussi, c'est... j'ai évoqué un petit peu l'histoire de la personne. Et je pense, vous dites comment mobiliser des capacités. Je pense qu'un élément important, c'est permettre à la personne de rester d'une histoire. Et il y a quelques auteurs anglo-saxons en particulier qui avaient décrit la maladie d'Alzheimer comme puis elle est dans cet entre-deux jusqu'à ce qu'on attende qu'elle meure. Et ça, c'est terrible, je trouve. Une personne qui a une maladie d'Alzheimer, elle continue de coévoluer avec sa famille, ses proches, l'équipe soignante qui devient proche à force d'être là. Et Dominique Jacquemin a signalé un livre que j'avais écrit avec une psychologue il y a quelques années déjà, où cette psychologue, c'était son travail de doctorat, elle avait suivi dans une maison pour personnes âgées pendant plusieurs années, elle avait pris 3 pour le livre, mais il y en avait 5 ou 6, je crois, pour la thèse, et elle avait montré, ce qui a l'air tout bête, l'évolution de ces personnes. Sur des thématiques comme par exemple le rapport à la mort, elle montrait qu'il y avait une modification de leur rapport. Donc, ces personnes continuaient d'évoluer. Peut-être mobiliser les capacités et pas forcément un acteur mineur ou un acteur muet.
Donc, comment donner la parole à la personne dans une histoire, y compris si on parle en termes théologiques, dans ce que Ricoeur appelle le méta-récit de la foi, hein, c'est-à-dire une histoire plus englobante qui nous porte. Et puis, si je reste avec Ricoeur, c'est, je pense qu'il est fondamental de prendre au sérieux le je, l'identité profonde de la personne. Quand j'ai commencé mes études de médecine, on nous présentait l'Alzheimer en disant l'Alzheimer, c'est quand on oublie qu'on oublie. Je suis pas l'expérience aidant, maintenant on le dit plus parce qu'on a justement le témoignage de Claude Couturier est tout à fait illustratif de cela. C'est des Alzheimer parlent de leur maladie et ils nous disent bien qu'ils n'oublient pas qu'ils oublient, qu'ils le savent très bien et que ça déstabilise leur image de soi. Donc peut-être retrouver une relation à la transcendance, retrouver une spiritualité, ça commence par, vous avez dit, un socle solide, hein, ça commence par une image qui inévitablement est ébranlée par la maladie. Les rôles sociaux ont dû être abandonnés, la personne est dans une institution, donc, et ces personnes-là, on ne peut pas dire elles se rendent compte de rien. Claude Couturier, j'aurais dû mettre ce passage parce qu'il est vraiment illustratif. Quand elle dit « je me sens même plus humaine qu'avant », elle dit « moi, je me sens même plus humaine qu'avant, mais le drame, c'est que je suis plus sensible aux couleurs, aux émotions, aux atmosphères. Et puis, j'essaye de le dire aux autres, mais je vois qu'eux, ils sont moins sensibles, alors je dis rien, et puis après, j'ai oublié, donc j'en reparle pas, et les autres pensent que je suis devenu insensible. » Elle dit c'est un comble. Je trouve qu'elle exprime bien ici qu'il y a une vie intérieure, il y a une identité de la personne et mobiliser ses capacités passe d'abord par rejoindre ce sujet, cette identité qui ne disparaît pas. J'avais lu passablement et entendu une psychologue strasbourgeoise qui s'appelle Michel Gros-Claude, qui avait écrit dans un tout petit article le sujet présent jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et je trouve cette expression, quoi qu'il arrive, il y a un sujet, il y a un je. Et il est où ce je? Il est perdu dans le brouillard. Le rôle de l'accompagnant, c'est peut-être d'aller le rechercher pour pouvoir peut-être le rejoindre tactilement, hein, et lui mettre la main dessus. Voilà, donc c'est des éléments qui me semblent importants. Se mettre dans une histoire. Ricoeur a une très belle formule, enfin très interpellante formule. Il dit on est ce que l'on est capable de raconter de soi. Donc je suis ce qu'on raconte de moi et ce que je valide en racontant moi-même. Et Ricoeur dit, par moment, il y a du tragique qui arrive dans notre existence, de la souffrance, des événements négatifs, et c'est de l'irracontable. Et le travail, c'est de remettre cet irracontable sous une forme racontable. Et là, l'accompagnement, il va aider à ça. Comment on peut parler des choses dont on a arrêté de parler, peut-être, parce qu'elles étaient trop lourdes, trop difficiles. Et parler, pas forcément parler en termes d'un discours comme je suis en train de faire, mais on peut parler par d'autres manières. Et c'est compliqué la notion de validation, mais en partie, toutes les théories de la validation vont dans ce sens-là. Ce que l'autre dit, son langage n'est pas insignifiant. Et comment je vais chercher il essaye de raconter l'irracontable, dirait Ricoeur, l'inénarrable, et comment je peux l'aider à remettre ce qu'il est en train de vivre dans une histoire, comment il peut tisser le lien d'une histoire qui est toujours une histoire à plusieurs. Là aussi, c'est intéressant parce qu'on a le paradigme de l'intervenant qui intervient et qui reste extérieur. Mais même en sciences, même en physique, on a montré que l'expérimentateur influence le milieu de l'expérience. Donc, quand vous intervenez
que ce soit un titre ou un autre auprès d'une personne qui a une maladie d'Alzheimer, vous rentrez dans son système. Donc tout d'un coup, elle fait partie de votre histoire, vous faites partie de son histoire, comme à des degrés divers, mais je pense qu'il faut tenir compte de ça et d'une possibilité de coévolution, c'est-à-dire que vous n'allez pas lui apporter de la spiritualité un jour de 15h à 15h30 et puis après, ça sera peut-être une autre de vos collègues qui ira. Je pense qu'il y a une nécessité d'un temps long. J'aime beaucoup la notion de temps long. Voilà. Bon, merci, professeur. Merci à chacune, à chacun. Nous allons prendre quelques temps de pause, quelques minutes de pause avant de revenir écouter la prochaine conférence. Encore une fois, merci à vous tous. Merci. Merci. À tout à l'heure.